Alors, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous à la première réunion du groupe de travail de l'Assemblée parlementaire sur l'établissement d'un centre de résilience démocratique au sein de l'OTAN. À 2 semaines du sommet de l'OTAN à Bruxelles, nous sommes à un tournant. Nos alliances démocratiques sont confrontées à une nouvelle compétition mondiale autour de nos valeurs. Les autocrates à Moscou, à Pékin et ailleurs font la promotion de modèles de gouvernance alternatifs et ciblent les principes et institutions qui sont au cœur de nos sociétés démocratiques. La démocratie est résiliente, mais comme nous l'avons appris le 6 janvier, elle peut également être fragile. Il s'agit là d'une leçon que nous devons tous assimiler. Et c'est pour cela que nous devons constamment travailler à protéger et à renforcer notre capacité à contrer ceux qui souhaitent saper nos systèmes de l'extérieur et de l'intérieur. Le traité de Washington indique clairement que l'OTAN est une alliance de démocratie. Sans ces valeurs démocratiques partagées, l'OTAN ne serait qu'un autre bloc militaire. Notre alliance dispose des ressources et de la tradition pour surmonter les défis d'aujourd'hui, mais pour persévérer, nous devons remettre l'accent sur nos fondements démocratiques de manière explicite. Il ne s'agit pas seulement de tenir de belles paroles, mais il faut prendre des actions concrètes afin de protéger et de faire la promotion de la démocratie. J'ai la ferme conviction que nous devons ancrer cet engagement à la démocratie au sein de l'OTAN en établissant un centre pour la résilience démocratique. Nous avons proposé la création d'un tel centre lors de du 70e anniversaire de l'OTAN il y a 2 ans. Depuis lors, l'Assemblée a entériné cette proposition et le groupe indépendant d'experts pour l'OTAN 2030 a soutenu cette notion dans leurs recommandations au secrétaire général. En avril de cette année, l'Assemblée a établi ce groupe de travail pour peaufiner ce concept. En tant que président de ce groupe de travail, je suis rejoint par notre rapporteur, le vice-président Atella Mesterani, ainsi que notre bureau élargi. Nous avons déjà eu de nombreuses consultations avec les experts et les hauts représentants et avons reçu de nombreux témoignages. Et je suis heureux du fait que le groupe de travail dans son ensemble va pouvoir entendre 2 experts de l'OTAN, Rose Gottemoeller et Dan Hamilton, qui ont une expérience distinguée avec l'OTAN. Aujourd'hui, nous allons affiner ces propositions et allons passer en revue les questions politiques et pratiques. Notre objectif est de faire en sorte que cette discussion sur les valeurs soit identifiée en tant que priorité au sommet de l'OTAN, ainsi que dans le concept stratégique mis à jour. Tout d'abord, nous allons céder la parole à Madame Gottemoeller. Elle est ancienne secrétaire générale de l'OTAN, aujourd'hui maître de conférence Payne au Centre pour la sécurité et la coopération internationale et chargée de recherche à l'institution Hoover de l'Université de Stanford. Nous nous souvenons d'elle alors qu'elle était secrétaire générale députée de l'OTAN de 2016 à 2019, où elle s'est souvent adressée à nous lors de nos séances. Ensuite, nous passerons la parole à Monsieur Hamilton, ancien diplomate américain chevronné, actuellement membre distingué de la Fondation du Plan Marshall autrichien et directeur du programme Global Europe au Centre Wilson. Celui-ci a une longue carrière distinguée. Il a été secrétaire député au département d'État, où il était en charge de l'OTAN, parmi d'autres choses. Sans plus attendre, Rose Gottemoeller, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir que de vous voir depuis la Californie, ici où nous n'avons pas une invasion de cigales. Et je souhaite la bienvenue au Président et à tous les membres du comité qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un honneur que d'être ici aujourd'hui pour discuter du Centre de résilience démocratique pour l'OTAN. Il s'agit là d'une initiative importante qui touche le cœur des principes fondateurs de l'OTAN dans une période de changement. Les principes démocratiques et l'état de droit sont mentionnés dans le traité de Washington, le traité fondateur de l'OTAN, et chaque allié doit
respecter ces valeurs. Mais parfois, ces valeurs ont été affaiblies, et surtout récemment. Et je vous remercie d'avoir mentionné la revue stratégique 2030, et je suis heureuse également que vous ayez parlé du sommet de l'OTAN. Il s'agit là d'une occasion pour nous de prendre d'importantes décisions et de renforcer la démocratie à l'OTAN. Je voulais tout d'abord entériner l'excellent témoignage de M. Hamilton qui souligne le besoin d'une réaffirmation des valeurs fondatrices de l'OTAN et en adoptant une approche dynamique et globale envers la résilience dans toute l'Alliance. Nous avons une différence par rapport à nos recommandations et j'en parlerai dans mes conclusions. Mais tout d'abord, je voulais indiquer que je n'ai pas préparé de témoignage écrit avant cette réunion. Mais je vous soumettrai volontiers mes remarques plus tard si vous jugez cela nécessaire. Merci. Je souhaite parler de ma propre expérience en tant que secrétaire adjointe de l'OTAN et ce qui fonctionne concernant l'approche à la démocratie résiliente de l'OTAN. Lorsque j'étais à l'OTAN, il a été souligné maintes fois que parmi certains alliés de l'OTAN et au sein de certaines recherches qui ont été effectuées, nous pouvons ajouter que le rapport de M. Hamilton ont attiré beaucoup d'attention. Et je dois dire que vous étiez très préoccupé par les événements ici en janvier. Et mes remarques aujourd'hui sont profondément ancrées dans ma propre expérience au sein de l'OTAN. Alors, tout d'abord, et encore une fois, de ma propre expérience, je peux parler de la diplomatie privée sur laquelle j'ai beaucoup travaillé lorsque j'étais à l'OTAN. Je pense que c'est un outil très fort disponible au leadership de l'OTAN, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ainsi que les députés au sein de l'institution de l'OTAN. Toutes ces personnes sont conscientes de cette question et les alliés de l'OTAN et leurs partenaires travaillent pour développer et renforcer la résilience démocratique. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est tout particulièrement compétent et sait tendre la main à ses homologues. Je sais qu'il est en contact étroit avec le président Erdogan de Turquie, par exemple. Et l'été dernier, je sais que son intervention a été fondamentale pour faire en sorte que les alliés de l'OTAN, la Turquie et la Grèce, ne finissent pas dans une situation de crise dans la Méditerranée orientale, même si on y a échappé de peu à cause des ressources exploitables dans la région. Je pense que le secrétaire général a toujours été très utile dans sa communication avec les messages, les appels, ses visites aux capitales. Là où il a pu, il est intervenu pour faire en sorte que les alliés de l'OTAN continuent de travailler ensemble de manière fluide, tout en étant conscients de leurs responsabilités face aux actes fondateurs de l'OTAN et aux principes de l'état de droit qui est inscrit dans notre texte fondateur, bien évidemment. Il s'agit là d'une des façons importantes à travers lesquelles l'OTAN peut agir. La diplomatie silencieuse, entre guillemets, est un outil précieux pour l'OTAN et j'espère que nous continuerons dans cette direction. Ça a également été fondamental vis-à-vis des partenaires de l'OTAN. En tant que secrétaire général délégué, j'ai eu une expérience directe dans le travail avec la Serbie, le président lui-même. J'ai essayé d'envoyer ces messages ainsi que de faire comprendre la nécessité de trouver des façons de négocier pour résoudre les disputes dans la région et de travailler de cette façon-ci plutôt que, comment dire, de façon un peu plus cachée,
Des façons qui sont un peu plus populaires dans cette région du monde. Je préférais travailler directement avec mes homologues autour de la table des négociations pour résoudre les problématiques. Ça a été mon expérience également dans le passé. J'ai essayé de renforcer le message important que l'OTAN et les partenariats de l'OTAN voulaient envoyer pour renforcer la Moldavie, par exemple, en tant qu'État indépendant. L'objectif n'était bien sûr pas d'interférer avec la coopération d'autres puissances comme la Russie, bien évidemment. Chaque pays doit avoir la possibilité de choisir et de définir ses propres relations et partenariats et alliances sécuritaires. L'OTAN, je pense, est efficace lorsque l'on parle du sujet de la résilience démocratique, et ça c'est vrai non seulement avec les alliés, mais avec les partenaires également dans le monde entier. Deuxièmement, je voulais parler de ce que j'appelle l'approche de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on travaille au sein de l'OTAN avec les partenaires de l'OTAN pour renforcer les valeurs démocratiques ainsi que l'état de droit dans notre approche au quotidien face aux politiques, aux formations et aux exercices. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exercice pour le droit humanitaire qui envoie un message cohérent et permanent dans toute l'Alliance qui montre quelle est notre approche vis-à-vis des exercices. Et cela se traduit, à mon avis, en un groupe de représentants militaires de haut niveau ainsi que des soldats qui représentent ces valeurs, qui les vivent. Les résultats ont été impressionnants au fil du temps. Ça, c'est vrai, mais je l'ai vu moi-même au cours de mon expérience en tant que secrétaire général délégué, mais nous l'avons vu tout au long de l'histoire de l'Alliance. Nous avons vu l'exemple du Portugal, notamment avec le régime Salazar. C'est un exemple de la coexistence de l'OTAN avec la dictature. Et ça a été le cas à plusieurs reprises. Mais cette approche de l'intérieur vers l'extérieur pour résoudre ces questions permet d'avoir des groupes d'officiers militaires qui peuvent jouer un rôle fondamental pour ramener la démocratie. Ça a été le cas avec le Portugal notamment. Cette approche de l'intérieur vers l'extérieur, comme je l'appelle, ne veut pas renverser les gouvernements nationaux. Au contraire, c'est une façon pour bien ancrer les valeurs démocratiques et pour qu'elles puissent exploiter tout leur potentiel. Ainsi, lorsque les pays sont prêts à aller de l'avant, à adopter une approche démocratique, ils sont bien équipés pour le faire. C'est une approche qui veut favoriser le leadership, mais certainement pas une façon d'inciter la révolution dans les pays de l'Alliance de l'OTAN. Je voulais être très claire à ce sujet. C'est une approche en sous-ton, en sous-main, une approche silencieuse entre guillemets, mais c'est justement pour essayer de favoriser et de promouvoir les valeurs démocratiques dans l'Alliance. Le troisième domaine sur lequel je voudrais insister, c'est les valeurs démocratiques de ce que fait l'OTAN. Je voulais parler à ce sujet de l'exercice de gestion de crise en Norvège. J'en ai fait l'expérience moi-même en tant que secrétaire général. C'était en 2018 et nous avons montré un degré de transparence incroyable et de confiance également, non seulement vis-à-vis de la Fédération de Russie. Tout le monde s'inquiète de la Russie en tant qu'agresseur potentiel de l'OTAN, mais je dirais que nous avons travaillé de manière intensive à l'époque pour pouvoir affréter donc les ressources humaines et les équipements vers la Norvège. Ça a pu effectivement créer certaines tensions en Norvège, mais l'OTAN a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être ouverte, pour montrer au public l'étendue de l'exercice, pour mettre en exergue les liens entre les États membres, et cet esprit d'unité était sans précédent. Nous avons vu l'esprit de coopération entre les petits et les grands membres, et nous avions également une délégation qui était là pour observer les exercices. Nous avons donc
Un aspect ici de transparence totale qui est fondamental pour avoir une approche cohérente aux valeurs démocratiques dans l'Alliance. Et d'ailleurs, l'OTAN en fait montre tous les jours dans sa diplomatie, entre autres, et l'OTAN continue de travailler pour mettre en place des façons encore plus sophistiquées pour parvenir à ces objectifs. Nous avons vu sur les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus de messages négatifs à l'encontre de l'Alliance et donc l'OTAN doit être proactive pour contrer ces messages. Ces deux exemples m'amènent aux deux recommandations que je voulais faire. Tout d'abord, et je suis tout à fait d'accord avec M. Hamilton, je pense que l'OTAN devrait réaffirmer ses valeurs fondamentales dans le contexte du processus de réflexion OTAN 2030, ainsi que dans le contexte de la révision du concept stratégique. Je sais que c'est une recommandation que vous avez également faite, Monsieur le Président. Je pense que ces problématiques doivent être au cœur de notre attention actuellement et nous devons envoyer des messages clairs à ce sujet. Je conseille également que l'OTAN cherche des façons pour étendre sa résilience dans ce domaine avec l'établissement d'une structure institutionnelle affiliée à l'OTAN. Et je l'ai vu d'ailleurs sur votre site internet, Monsieur le Président, et j'ai repris les mots que j'ai trouvés sur le site internet. Il faut une structure institutionnelle affiliée à l'OTAN. Par contre, j'ai eu un différent avec l'approche de M. Hamilton. Il recommande que le secrétaire général délégué adjoint pour les affaires politiques soit au cœur du centre. Nous savons que certains alliés ont du travail à faire en ce qui concerne la résilience démocratique. Mais j'ai peur que dans ce cas, le centre ne soit submergé par un programme d'action déjà bien trop grand. Nous devons avoir des partenaires et des interlocuteurs de l'OTAN partout dans le monde, en Australie, en Chine, en Nouvelle-Zélande. La Chine peut être également un interlocuteur important pour l'OTAN. Je pense que le centre serait submergé dans ce cas-ci. Les États membres de l'OTAN vont devoir interagir également avec ce centre pour pouvoir corriger certains des problèmes qui sont individués dans leur système. Et ça, c'est particulièrement vrai. Comme je l'ai dit, lorsque l'on interagit avec nos alliés, nos partenaires et nos interlocuteurs du monde entier. Plutôt, je recommande de se concentrer sur une approche alternative. L'OTAN a développé un réseau dynamique de centres d'excellence dans ces dernières années qui travaillent sur les problématiques les plus épineuses auxquelles fait face l'Alliance. Souvent, ils sont à la pointe de l'innovation politique dans l'Alliance et on les encourage de plus en plus à travailler ensemble, à unir leurs forces pour résoudre et relever les défis auxquels fait face l'Alliance, la cybersécurité notamment. En effet, le Centre d'excellence OTAN UE, qui a été cité dans la proposition pour développer la coopération avec l'Union européenne sur la résilience démocratique, eh bien, à mon avis, c'est une très bonne idée et je la soutiens entièrement. Je pense que vous pourriez aller encore plus loin, cela dit, et vous concentrer sur un centre Union européenne, OTAN pour la résilience démocratique, pour pouvoir tendre la main aux alliés et aux partenaires. Davantage encore, pour aller plus loin, je suis ravie de savoir que la Roumanie a déjà accueilli un centre de ce type. Je sais qu'il y a des approches alternatives qui sont à l'étude actuellement, mais j'espère que mes aperçus, mes perspectives contribueront à la discussion. Je serai ravie de répondre à vos questions et merci encore une fois de m'avoir donné la possibilité de partager mon témoignage avec vous. Et j'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions et de participer à la conversation. Merci beaucoup. Monsieur Connolly a dû s'absenter une seconde. Merci beaucoup d'avoir commencé aussi bien.
Nous allons donner la parole à Monsieur Hamilton à présent. Monsieur Hamilton, vous avez la parole. Right away. Est-ce que tout se passe bien? Oui. Merci beaucoup. Rose Gottemüller. Je l'ai toujours beaucoup admirée. C'est un privilège d'être avec elle ici aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur Leveus, Vice-président, Ruxandra, chers participants, merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. J'ai fourni un témoignage écrit qui est à votre disposition et je vais très rapidement résumer ce témoignage. Je soutiens fermement la recommandation selon laquelle l'OTAN devrait créer un centre de coordination pour la résilience démocratique. Un tel centre a toutes les chances d'avoir le plus de succès si son mandat et ses responsabilités sont clairement définis dans le cadre d'une réaffirmation générale par les dirigeants de l'Alliance des valeurs fondatrices de l'OTAN et comme partie intégrante d'un engagement de l'Alliance à faire de ce que j'appelle résilience globale, la quatrième tâche fondamentale de l'OTAN dans le nouveau concept stratégique. Comme le président Connelly l'a dit, la discussion stratégique ces dernières années se concentre sur la compétition parmi les États. Et il me semble que cette compétition va au-delà des mesures traditionnelles du pouvoir. Il s'agit surtout de formes de gouvernance. Les adversaires qui présentent l'autocratie comme étant efficace et ils vantent leur propre système et utilisent un large éventail d'outils pour amplifier les fissures et saper la confiance au sein des démocraties et pour les affaiblir. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à le faire avec succès, ils utilisent des moyens diplomatiques et d'autres moyens de coercion. Ils soutiennent les démocraties non libérales. Et d'autres commencent à suivre ce modèle. Et cela place la résilience démocratique au cœur du nouveau système international et de la concurrence internationale. C'est une question fondamentale pour les prochaines décennies et l'OTAN doit s'y intéresser. Alors, il faut plaider en faveur. Donc voici les arguments de sécurité en faveur de la résilience démocratique. Il ne s'agit pas d'une tâche supplémentaire, mais d'une tâche fondamentale. Les valeurs et les institutions démocratiques sur lesquelles l'Alliance a été fondée sont attaquées par des adversaires externes et internes. Et les pays dont les protections pour la démocratie, la liberté individuelle et l'état de droit sont faibles, sont vulnérables à la subversion, à la corruption et à la désinformation, à la mésinformation. Ces dernières années, je dirais que l'attention moindre portée aux valeurs fondamentales de l'OTAN a conduit certains alliés à privilégier les décisions nationales unilatérales au détriment des intérêts collectifs de l'Alliance ou à utiliser leur position pour bloquer les activités de l'Alliance afin d'obtenir un moyen de pression dans leurs différends bilatéraux. Certains alliés, pour être honnête, manipulent eux-mêmes l'information et déforment les données et se livrent à des cyberattaques directes contre leurs adversaires, sapent les processus démocratiques et l'état de droit, voire se menacent mutuellement. Et ces points de désunion pourraient être utilisés par des concurrents stratégiques pour déstabiliser certains alliés ou l'OTAN dans son ensemble. Des influences malignes au sein des États alliés pourraient signifier que des pays non OTAN pourraient influencer le processus décisionnel de l'OTAN. Donc, de chacune de ces manières, les déficits en matière de valeurs internes peuvent devenir des menaces extérieures. Une de mes collègues, Céleste Wallander, a qualifié la fragilité démocratique de l'Alliance de talon d'Achille. La meilleure ligne de défense contre de telles menaces est constituée par des institutions démocratiques résilientes dotées de mécanismes de responsabilité robustes et transparents. Les démocraties résilientes ont historiquement été moins susceptibles de connaître des conflits
des conflits intra- et interétatiques, de générer des réfugiés, d'héberger des extrémistes violents. Elles sont plus à même de maintenir des institutions transparentes, un contrôle civil de l'armée et des services de renseignement et d'instaurer la confiance et le respect mutuel entre elles et avec d'autres pays. Tous ces éléments sont des caractéristiques essentielles de la capacité de l'OTAN à défendre collectivement ses membres, de gérer les crises et de coopérer avec les partenaires. Donc l'Alliance doit restaurer ses fondements libéraux et démocratiques et consacrer plus d'efforts à détecter, exposer, contrer l'influence autoritaire extérieure si elle veut réduire sa vulnérabilité à la corruption, au chantage, à la guerre de l'information, aux cyberintrusions et à la perturbation des infrastructures critiques. Les efforts visant à faire progresser la résilience démocratique seront d'autant plus efficaces qu'ils seront intégrés dans un engagement de l'Alliance à faire de la dite résilience globale la quatrième tâche fondamentale de l'OTAN. Les autres 3 tâches n'incluent pas ces défis sécuritaires. Et si on peut rendre la résilience plus efficace, elle améliorera les 3 autres tâches. Donc c'est un domaine important sur lequel il faut mettre l'accent. Alors je suis d'accord, l'OTAN a mis l'accent sur la résilience, sauf en ce qui concerne la cyberdéfense. Et ces considérations n'ont pas été intégrées dans les planifications de l'OTAN, ses activités opérationnelles. Et les exigences de base se concentrent sur les infrastructures critiques et leurs exigences dans chaque pays, comme si un pays pouvait présenter sa résilience et cela suffirait. Mais quand on voit comment ces pays sont connectés et à quel point les sociétés européennes sont connectées, eh bien, peu importe votre résilience si votre voisin ne l'est pas. Et donc, c'est un concept que le secrétaire général a commencé à utiliser. C'est la résilience partagée. Pas seulement en matière d'exigences pays par pays, mais les pays régionaux, les pays voisins doivent comprendre leur vulnérabilité mutuelle. Ensuite, par rapport à la résilience, jusqu'à présent, l'OTAN s'est concentrée sur la résilience de ses alliés. Alors qu'en fait, je pense que nous devons voir comment projeter notre résilience vers l'avant envers des sociétés plus faibles, des partenaires clés comme l'Ukraine par exemple. Si on regarde ce qui se passe en Ukraine, aujourd'hui l'Ukraine est utilisée comme laboratoire, en particulier par des acteurs russes, pour tester des méthodes perturbatrices. Par exemple, l'attaque SolarWinds qui a eu lieu en 2020 était un successeur de l'attaque NotPetya qui a eu lieu en Ukraine il y a quelques années. Et David Sanger du New York Times a dit, eh bien, si ça fonctionne à Kiev, ça fonctionne partout. Et seulement parce que l'Ukraine n'est pas un allié de l'OTAN, cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas être préoccupés concernant sa résilience. Comme Rose l'a dit, il s'agit là d'un élément clé, voir comment nous pouvons travailler sur la sécurité coopérative. C'est un nouvel élément sur lequel nous pouvons travailler avec nos partenaires. Alors, pour conclure avec mes recommandations, étant donné qu'il s'agit d'une question vraiment fondamentale, fondatrice, nous devons réitérer nos vœux avec une charte atlantique ou un nouveau concept stratégique pour avoir une alliance fondée sur les valeurs, sur la démocratie. Alors, peu importe le libellé, je pense qu'il s'agit là d'une base fondamentale pour les travaux à venir. Par rapport au processus de réflexion stratégique 2030, je pense que la résilience pourrait devenir une quatrième tâche fondamentale pour l'Alliance. Nous devons également comprendre que la résilience a tellement d'implications pour nos sociétés civiles et nos infrastructures critiques. Et au sein, l'Union européenne joue également un rôle important en ce sens.
Et en dépit de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, en fait, la résilience est une bonne base de coopération entre l'OTAN et l'UE. Et nous devrions développer cette base. Car en effet, l'infrastructure civile est plutôt un domaine qui concerne l'UE. Par rapport à la résilience démocratique au sein de l'OTAN, je suis préoccupée du fait que si on fait la promotion de la résilience démocratique en tant que thème autonome, on pourrait rencontrer ou se heurter à certaines résistances, car certains alliés auront peut-être d'autres priorités. Ceci pourrait remonter certains alliés contre d'autres, ou ils auront peut-être leur propre projet. Alors que la résilience démocratique comprend plusieurs éléments de résilience. Et le processus de réflexion stratégique comprend un processus légitime à travers lequel les alliés peuvent évaluer les différents mécanismes et les alliés pourraient se mettre d'accord sur différents mécanismes spécifiques. J'entends Rose quand elle a parlé de ses préoccupations sur les recommandations institutionnelles, mais néanmoins, je souhaite vous présenter mon avis. Une option que l'on pourrait prendre en considération, c'est de créer un poste d'inspecteur général de l'OTAN, comme un médiateur institutionnel qui travaille à l'extérieur de la chaîne de commande et qui s'adresse directement au secrétaire général. Par rapport aux suggestions du président Connolly et par rapport à la notion du centre de coordination pour la résilience démocratique, je pense en effet que le secrétaire général assistant pour les affaires politiques devrait être doté d'une tâche supplémentaire, d'un mandat supplémentaire. Alors, quels articles du traité de l'Atlantique Nord sont pertinents? Je n'en parlerai pas pour l'instant, mais je pense qu'un processus de révision régulier est une bonne chose pour une alliance de démocratie, et ceci doit se faire au siège de l'OTAN. On pourrait créer un code de conduite pour les alliés, et ceci, un tel code a été proposé, qui pourrait être proposé par le groupe de travail. Ce groupe pourrait superviser un mécanisme de révision démocratique, donc un processus systémique au sein duquel les alliés font l'objet de la même révision. Un rapport sur la résilience démocratique également. Et davantage de transparence en ce qui concerne les activités d'influence externe qui sont très nécessaires aujourd'hui. Il faut partager les bonnes pratiques et créer des mécanismes transparents. Et nous pourrons liaiser sur ces questions avec d'autres institutions. Je ne suis pas d'accord avec je suis d'accord avec le fait que un tel centre est une bonne idée. Je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'il faille se dire que nous n'avons pas le choix. Je pense que nous avons beaucoup à faire en ce qui concerne la résilience. Et la résilience euro-atlantique est importante. Nous avons un centre similaire comme celui à Helsinki. Et nous pourrions également ouvrir la porte aux différents partenaires de l'OTAN tels que l'Ukraine, la Suède, la Finlande. Ça pourrait être une bonne chose. Il est important de définir les responsabilités de ce centre et les responsabilités de ce centre euro-atlantique en Roumanie. Donc le CCDR, d'après moi, se concentrerait uniquement sur la résilience démocratique parmi les États alliés. Donc, un centre opérationnel attaché aux représentants de l'OTAN
et qui fait la promotion de la résilience démocratique et qui l'intègre dans les tâches fondamentales de l'OTAN. Le centre en Roumanie, au contraire, se concentrerait sur une analyse profonde, sur une révision des bonnes pratiques en matière de résilience. Nous proposons un centre sur la résilience. Et celui-ci pourrait être ouvert aux membres de l'UE, pourrait fournir des formations, une assistance sur la sécurité, des outils pour prévenir la violence avant les élections, par exemple. Voici, d'après moi, donc le centre roumain engloberait davantage de défis, mais serait moins opérationnel, alors que le centre au siège de l'OTAN se concentrerait sur l'alliance en soi. Dans mon témoignage, je propose également une série d'autres suggestions, mais je vais m'arrêter ici. Je pense que l'on peut penser à un nombre presque infini d'étapes institutionnelles si nécessaire pour renforcer la résilience démocratique et contrer les actions extérieures pour saper la démocratie. Mais il faut que l'on dépende un peu moins sur la bureaucratie et plus sur le désir, le souhait des alliés de soutenir et d'ériger la démocratie. Je pense que nous avons plusieurs propositions à examiner. Merci beaucoup, Monsieur Hamilton. Merci pour ces remarques très précieuses de votre part, ainsi que de la part de Madame Rose Gottemoeller. Je pense que vous avez tous les deux partagé des recommandations précieuses avec nous, des perspectives précieuses. À mon avis, la démocratie est résiliente et fragile en même temps. Actuellement, je voudrais me concentrer sur le renforcement de la démocratie. Au sein des organisations internationales, on a tendance à revenir au dénominateur commun minimum, à ce qui cause le moins de controversie. Mais ça, on ne peut plus se le permettre. Nous n'avons toujours pas, après toutes ces années, une architecture qui soit unique pour nous. Nous devons revenir à nos principes fondateurs. La démocratie, on ne peut pas la prendre pour acquise parce que regardez, partout dans le monde, il y a des démocraties fortes, robustes, pleines d'énergie. Et je dirais que la démocratie l'emporte à chaque fois, mais ça dépend de nous à l'intérieur et à l'extérieur. Nous devons créer un centre opérationnel, bien sûr, au sein de l'OTAN et pas à l'extérieur, parce que sinon on dit, eh bien, la démocratie, c'est une problématique au même niveau que le cyber, par exemple. Non, c'est un autre pilier. Les valeurs démocratiques partagées et la défense collective, la sécurité collective vont de pair. Autrement, eh bien, nous sommes uniquement un autre bloc militaire comme les autres. On sera en concurrence avec les autres blocs. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes face à des systèmes autoritaires malicieux qui essayent de vendre leur système comme un système plus viable, meilleur que le nôtre. Et il va falloir qu'on réponde. Et on doit le faire avec force. Il n'y a rien qui ne nous empêche d'avoir une architecture qui nous soit propre, où l'on puisse ancrer la résilience démocratique et qui soit un pilier qui aille de pair avec la sécurité collective. On peut avoir un centre de référence qui se penche sur les meilleures pratiques, un centre de conseil qui pourrait inclure également les membres qui aspirent à rejoindre notre alliance, l'Ukraine, vous l'avez mentionné notamment. Mais alors, comment est-ce que l'on peut avoir un système judiciaire indépendant? Comment renforcer la démocratie? Vous savez, il y a des institutions de ce type qui existent ici et là, mais honnêtement, ça me vexe un petit peu quand j'entends ça, parce que ça me fait penser, alors l'OTAN qui est basée sur la démocratie et les valeurs démocratiques,
était de prendre des références démocratiques d'autres groupes, ça et là. Ce n'est pas suffisamment important pour nous pour le considérer comme une ressource pour notre alliance. C'est un sujet qui me passionne véritablement. Je pense que c'est vrai pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN en général. Nous devons nous assurer que lorsque l'on parle de résilience démocratique, on aille jusqu'au but. D'ailleurs, je ne exclus pas votre idée d'élargir le concept de résilience démocratique. Il faut qu'on y travaille. Vous avez parlé notamment des droits humains, par exemple, et ça pourrait fonctionner. Ça pourrait être une très bonne idée. Je note également votre idée, vos idées, et je pense que ce que l'on veut éviter, c'est que ce ne soit une menace pour quiconque au sein de l'Alliance. On ne veut pas devenir les gendarmes, en quelque sorte. Il faut que ce soit un centre plein d'énergie, dynamique, vers lequel on se tourne pour avoir des ressources. Il faut que ce soit un centre de défense de nos intérêts, de nos convictions plutôt. Il faut que ça représente ce que l'on veut défendre, ce que l'on veut promouvoir. Donc je pense qu'il y a un certain aspect de missionnaire également dans le rôle de ce centre, mais je suis d'accord, c'est un centre opérationnel. Il ne faut pas qu'on pense que l'on sera redondant parce qu'au sein de l'OTAN, il n'y a rien qui se consacre spécifiquement et uniquement à ce sujet, d'un point de vue opérationnel du moins. Et ça, il faut que ça change. Et d'ailleurs, je pense que si l'on ne fait rien, il va y avoir une érosion politique supplémentaire au sein de l'OTAN. On a vu à quel point ça a été facile pour un dirigeant d'un des membres clés de l'OTAN de remettre en question l'existence, la raison d'être même de l'OTAN. Et ici, vous savez, il faut comprendre que nous avons besoin d'une architecture qui explique pourquoi on existe et à quel point notre rôle est important. Cela va nous aider à renforcer, à stabiliser l'OTAN. Je ne sais pas si Rose ou Dan, vous voulez intervenir, réagir à ces remarques. Sinon, je vais ouvrir la séance de questions-réponses. Je vais d'ailleurs demander à Rose de redemander la parole pour qu'elle puisse être à l'écran avec nous. Et entre-temps, Monsieur le Président, je vois également que notre rapporteur, Monsieur Mesterazi, a demandé la parole. Je vais le faire venir à l'écran. Rose, est-ce que vous souhaitiez prendre la parole ? Eh bien, Monsieur le Président, bien évidemment, vous avez une vue très claire à ce sujet. Vous y avez beaucoup réfléchi, ça se voit. Les doutes que j'ai exprimés à propos du mécanisme institutionnel suggéré par Monsieur Hamilton s'expliquent par ma peur que ce centre ne soit en quelque sorte mis de côté ou oublié. Est-ce que vous parlez de son emplacement, de sa localisation? Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, s'ils ont un programme de travail trop grand, au vu de mon expérience, on voit que souvent on a beaucoup trop de travail et trop peu de ressources. Bien évidemment, ça peut être rectifié, on peut avoir suffisamment de personnel pour un centre de ce type, mais ce qui me fait peur, c'est que nous n'ayons pas suffisamment de puissance, pas l'impact que l'on recherche. Je suis très intéressée par la notion d'inspecteur général telle que proposée par Monsieur Hamilton. Je me demande si l'inspecteur général pourrait avoir un périmètre un peu plus étendu par rapport au personnel du siège de l'OTAN. Peut-être que M. Hamilton pourra y revenir. Je pense que ça serait intéressant de donner un peu d'indépendance à ce centre plutôt que de le submerger et de le perdre un peu dans la masse du siège. Je voulais également soutenir la 23e
propositions venant du groupe d'experts qui ont travaillé pour rédiger un code de conduite. Je pense que c'est un très bon exercice pour essayer de réunir les alliés de l'OTAN autour de cette thématique qui doit être une priorité, mais pas uniquement. Nous devons également essayer de comprendre où seront les difficultés principales. Nous savons que ça va être difficile de s'attaquer à toutes ces problématiques et l'exercice de rédiger un code de conduite nous donnerait un bon aperçu de la situation. On sait exactement, ou plus ou moins du moins, où seront les points difficiles, mais ça serait vraiment bien de pouvoir le formaliser à travers le processus de création d'un code de conduite. Voilà, Monsieur le Président, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose, Madame Guatemala. Monsieur Hamilton, est-ce que vous voulez répondre? Merci. Alors, est-ce que c'est exactement comme je l'ai dit? En fait, je suggérais simplement des idées. Je suis d'accord avec vous. Il faut que ce soit un lieu opérationnel au centre de l'OTAN qui se concentre de manière permanente sur cette thématique. On a parlé du secrétaire général délégué adjoint pour les affaires étrangères, mais ça, c'est discutable, bien évidemment. On pourra y revenir. Je comprends bien vos préoccupations. On pourrait évaluer une autre option, avoir un organe indépendant qui répond directement au secrétaire général, peut-être. Mais enfin, je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas avoir simplement un centre euro-atlantique en Roumanie. Vous devez avoir un centre central dans l'organisation pour avoir un véritable impact. Et je suis d'accord. Nous ne pouvons pas être les gendarmes de la démocratie. Ce centre doit être un centre de ressources lié à l'Alliance, parce que ce qui distingue l'Alliance, eh bien, c'est exactement ça. Et nous ne pouvons nous soutirer à ces valeurs. Nombre d'alliés de l'OTAN ont au sein de leur ministère des Affaires étrangères, par exemple, un inspecteur général. Donc, ce n'est pas une idée particulièrement nouvelle pour les pays. On pourrait réunir les inspecteurs généraux des différents ministères de la Défense, mais je ne pense pas que ce serait un changement structurel suffisant. Encore une fois, l'OTAN ne doit pas être le ou la gendarme, mais devrait avoir un mandat pour se pencher sur les préoccupations soulevées, par exemple, ou pour pouvoir émettre des recommandations. Encore une fois, ce centre répondrait directement au secrétaire général. L'inspecteur général devrait avoir un pouvoir d'enquête ou de médiation là où c'est possible au vu des pratiques démocratiques. Donc un peu un rôle de médiateur en quelque sorte, un rôle de médiateur pour l'inspecteur général plutôt que de gendarme. C'est un sujet très important, la résilience. Nous ne devons pas tomber dans le piège de monter une initiative contre une autre initiative tout aussi valable et bienveillante. Je pense qu'il faut avoir une approche plus grande. Je pense que le centre en Roumanie pourrait avoir un bon mandat, effectivement, mais ce ne serait pas pareil que d'avoir un centre au siège. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Le secrétaire général va demander à ce que les membres contribuent davantage. Et je peux vous assurer qu'aux États-Unis, nous allons avoir des débats à ce sujet. Alors, le problème va être soulevé d'une façon ou d'une autre. Attila, merci beaucoup. Merci pour vos contributions remarquables. C'était très intéressant d'écouter vos présentations. Je voudrais faire un pas en arrière un instant. On ne peut pas dire que cette idée est acceptée par tous les membres de l'Alliance. Ça serait vraiment bien si l'on pouvait
parler ou débattre simplement de la façon pour institutionnaliser cette idée. Mais en réalité, nous avons encore des débats sur l'idée elle-même. Et ça, c'est ma question pour vous. Plusieurs fois, ce que j'ai entendu mes collègues dire, c'est que ça ne concerne pas l'OTAN. On n'a pas à s'occuper de cette idée de résilience, de démocratie. Et ils continuent pour dire qu'ils peuvent faire appel à la solidarité des États membres de l'OTAN. Et vous savez, si on commence à se juger les uns les autres, à s'évaluer les uns les autres sur la base de la démocratie de chacun, eh bien, ça pourrait entamer la solidarité. Alors, à votre avis, est-ce qu'effectivement, ça affaiblit véritablement la solidarité entre les membres de l'Alliance? Et qu'avez-vous à répondre à ces personnes qui soulèvent cette objection? Est-ce qu'effectivement, l'OTAN ne devrait pas s'en occuper? Est-ce que l'Union européenne ou l'Europe ou l'OSCE devraient intervenir d'une façon ou d'une autre et pas l'OTAN? Nous avons entendu ces explications auparavant avec les attaques cyber, le terrorisme, les changements climatiques. Donc, on connaît ces arguments, cette ligne, cette argumentation, mais je pense que ça reste encore valable pour certains États membres. Donc, voilà ma question. C'est une très bonne question, Attila. Merci. Je sais que vous êtes de notre côté ici, mais vous connaissez de nombreuses personnes qui y sont opposées. Rose, est-ce que vous voulez répondre? Eh bien, je voudrais dire quelques mots. Tout d'abord, je suis ravie de vous voir, Monsieur le Vice-président. Je fais toujours référence au traité de Washington. Lorsque un État décide de devenir membre de l'OTAN, eh bien, ils acceptent également les principes de démocratie et d'état de droit qui sont inscrits dans le traité de Washington. Donc, nous devons sans cesse continuer de rappeler ceci aux États membres qui ont des questions, des doutes quant à la direction dans laquelle on s'engage. Et parfois, vous savez, il faut simplement leur rappeler qu'il s'agit d'une responsabilité de base qu'ils ont acceptée lorsqu'ils ont rejoint l'OTAN. Et bien évidemment, ça a été une décision difficile pour les nouveaux États membres d'être acceptés par les États membres existants déjà. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités de manière très sérieuse. Mais je voudrais revenir à un point que j'ai mentionné. To make these points. La diplomatie silencieuse. Je sais que le secrétaire général Stoltenberg a parlé de la diplomatie silencieuse. Et il a passé quelques années à Budapest. Il a une très bonne relation avec de nombreuses personnes là-bas. Et il a une très bonne relation avec le président Orban. Donc, je comprends les États membres et les hauts représentants. Et la meilleure façon de travailler sur ces questions, c'est par la diplomatie silencieuse, qui n'est pas toujours efficace. Et donc, il y a également certaines exigences pour renforcer les valeurs démocratiques au sein de l'Alliance. Mais néanmoins, d'après moi, ceci peut être la manière la plus efficace pour mettre en exergue ces questions au plus haut niveau. Très brièvement, je dirais que le fait que nous n'ayons pas donné assez d'attention à ces questions nous a mené à cette situation. Notre alliance ne fournit pas seulement des garanties en matière de défense. Et je pourrais presque garantir que le soutien des États-Unis envers l'Alliance s'estompera. Nous ne pouvons pas avoir une alliance avec un soutien démocratique à moins que l'on comprenne qu'il s'agit là d'une alliance de démocratie. C'est une alliance différente par rapport à d'autres. Et nous avons vu ces dernières années une dévolution. Alors, ça dépend de combien vous payez. Et ceci
a réduit le soutien populaire. J'étais impliquée directement dans l'adhésion de votre pays et de celle de d'autres pays. Et en y réfléchissant, quand un pays adhère à l'OTAN, c'est une décision politique. Nous avons beaucoup de critères, mais peu importe, aux États-Unis, il s'agit des 2/3 du Sénat. Donc voilà, on se dit que ce pays va ajouter leur force à la nôtre. Mais tout cela est fondé sur toutes sortes de choses qui ne sont pas liées au domaine militaire. Il s'agit de contrôle civil, il s'agit de transparence, de budget, de principes démocratiques. Et tout cela alimente le jugement des sénateurs américains qui décideront si un pays peut rejoindre l'OTAN. Donc il s'agit là de principes démocratiques. Et quand on pense à de nouveaux membres, de nouveaux partenaires, eh bien nous sommes durs. On leur dit qu'ils doivent créer les conditions dans lesquelles ils pourront rejoindre notre alliance. Mon ancien chef me disait, on ne va pas jusqu'à Bruxelles pour tout simplement se prélasser, on y va pour vraiment travailler. Donc voilà, si vous rejoignez l'OTAN, vous rendez un service à votre propre pays, car vous comptez respecter ses valeurs. Et voilà la base d'une alliance démocratique. Donc je pense que nous devrions réaffirmer nos principes. Je souhaite ajouter une chose. Le problème avec les arguments que vous entendez, Attila, c'est que une fois que l'on devient membre, on peut tout faire. On peut adopter le système autoritaire de Poutine et toujours être membre de l'OTAN. On s'en fiche, tant que vous respectez vos engagements en matière de sécurité. Et c'est absurde. En fait, ce serait la manière la plus sûre de saper le cœur de l'alliance de l'intérieur. Donc nous n'avons pas seulement le droit de demander des comptes, mais c'est une obligation. Roxandra, est-ce que nous pouvons rester quelques minutes de plus? C'est une réunion fascinante et je souhaite également donner la parole aux autres participants. Nous avons une demande de Lord Campbell et de la vice-présidente. Alors, si Rose et Dan veulent bien, ils se chargeront des conclusions. Nous allons voir s'il y a des questions et ensuite Rose et Dan pourront réagir à ces questions. Lord Campbell. Lord Campbell, votre micro est éteint. Marietta Giannakou. Bienvenue. Alors, Rose, sa référence au traité de Washington est correcte. L'OTAN n'est pas seulement une organisation militaire, mais les principes démocratiques, le respect des droits de l'homme sont nécessaires pour que le système puisse fonctionner. Voici mon avis. Le secrétaire général a la responsabilité de suivre ces éléments et de surveiller la réalité dans les différents États membres. Si les règles démocratiques ne sont pas respectées dans les États membres, eh bien, je pense qu'il en va de la responsabilité du secrétaire général.
Et Rose et Dan, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez. Merci Marietta. J'espère que tout se passe bien en Grèce. Lord Campbell, êtes-vous de retour? Alors, Rose Dan, qui veut répondre à la question de Marietta? Encore une fois, merci beaucoup pour votre question. Je suis très heureuse de voir que Marietta est parmi nous. Il est bon de vous revoir et merci pour votre question. Alors, lors de mes remarques, j'ai dit que le secrétaire général a une compétence particulière en matière de diplomatie privée. On ne peut bien sûr pas garantir que chaque secrétaire général aura les mêmes compétences que Jens Stoltenberg. Cependant, je souhaite ajouter que le secrétaire général a une responsabilité particulière. Je n'y avais pas pensé auparavant, mais ces temps-ci, il y a un besoin de voir si on peut avoir un inspecteur général indépendant ou qui fasse partie d'un centre. Je ne sais pas si ce serait aussi efficace, mais il faudrait voir ce qui peut être fait avec le secrétaire général. Surtout alors que nous approchons la nomination du prochain secrétaire général. Il en va du rôle donc du secrétaire général de défendre ses valeurs et de faire de la diplomatie privée pour trouver des points de convergence avec certains alliés un peu plus difficiles. Dan, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question, mais il me semble que, étant donné que nous aurons bientôt le processus pour nommer le prochain secrétaire général, voir s'il faut avoir une conversation avec le secrétaire général. Je ne sais pas si le secrétaire général, si le poste de secrétaire général a une description particulière. Voilà, merci beaucoup Marietta pour ces remarques intéressantes. Dan, je vous cède la parole. Merci. Oui, vos remarques sur le rôle et sur la diplomatie privée du secrétaire général est vraiment fondamentale pour l'Alliance. Je dois aussi interagir avec des personnes qui nous disent à quoi sert l'OTAN, la guerre froide n'est-elle pas finie? Quel est le rôle de l'OTAN aujourd'hui? Je pense que ceci trahit un manque de compréhension envers le rôle de l'OTAN, car dès le départ, l'OTAN n'a pas été créée pour confronter une menace externe, mais il s'agissait de gérer les relations entre les alliés. Quand on pense aux 2 guerres mondiales, et de voir qu'ensuite ces pays se sont rassemblés pour avoir une défense partagée, c'est assez incroyable. Et le secrétaire général a des très bonnes compétences, surtout quand il s'agit de gérer les difficultés parmi les différents alliés. Et c'est une énorme qualité de ce secrétaire général. Et j'espère que le prochain sera tout aussi bon. Donc, pour parler des
changements, des modifications institutionnelles, eh bien, je pense que l'on peut fournir quelques suggestions. Je pense que l'inspecteur général pourrait directement rendre compte au secrétaire général, il pourrait l'informer de ce qui se passe, mener des enquêtes. Il faudrait trouver également les ressources nécessaires. Et je pense que le leadership du secrétaire général à l'avenir sera critique sur cette question. Il faut établir un consensus au sein de l'Alliance par rapport à cette question. La révision du concept stratégique doit faire l'objet d'une discussion entre tous les alliés. You have to have someone with great. Nous avons besoin de trouver un consensus et pour ce faire, nous avons besoin des compétences justes pour y parvenir. La révision du concept stratégique, la rédaction du code de conduite peuvent être des moyens utiles, mais encore une fois, le secrétaire général devra peut-être encore travailler à trouver un consensus. Donc, je pense que le rôle du secrétaire général ici sera fondamental. Merci beaucoup, Monsieur Hamilton. Roxandra, est-ce que vous avez Monsieur Lord Campbell, pardon eh bien, Lord Campbell, si vous voulez bien essayer de redemander la parole, on peut voir si ça fonctionne. Et ça sera la dernière question. Je ne vois pas votre demande. Sa question était en lien à l'article 5. Comment est-ce que cette question sur les valeurs a un lien avec l'article 5? D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des implications pour l'article 5? Est-ce qu'il y a un lien avec l'article 5? Je pense que ça, c'était la question de Lord Campbell. Dan, peut-être? Oui, pardon, il fallait que j'allume mon micro. Eh bien, comme j'ai essayé de le dire, je pense que l'OTAN a 3 tâches fondamentales. Et nous faisons une révision du concept stratégique pour réviser ces 3 tâches fondamentales. Elles sont toujours en bon état, mais il faut qu'elles soient adaptées aux réalités actuelles. Ce que j'essayais de dire, c'est que plus les alliés sont résilients, moins on aura besoin de ressources pour mettre en œuvre les obligations de la défense collective. Plus nous sommes résilients, mieux nous serons à même de mettre en œuvre la défense, parce que nous pourrons compter sur les infrastructures critiques dans toute l'Alliance, on pourra compter sur les procédures légitimes, sur les autorités pour la défense collective. Nous pourrons compter sur le soutien parlementaire pour le déploiement des forces, par exemple. Donc, il y a beaucoup de relations qui se croisent ici, et à mon avis, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Hamilton. Madame Guatemala, vous pouvez prendre la parole. Eh bien, à ce sujet, eh bien, je dois avouer, Lord Campbell, que je n'avais pas pensé à ce point-là auparavant. Donc, vous m'invitez effectivement à travailler très dur. Je dis ce matin parce que je suis en Californie. Je suis d'accord avec Monsieur Hamilton. Il faut voir et penser aux implications négatives et positives. Les implications positives, dans le cas où la résilience démocratique est bien ancrée, je pense que ça pourrait profiter aux États membres, mais les répercussions négatives pourraient se faire sentir si l'OTAN ne parvient pas à aller de l'avant et améliorer ses performances dans ce domaine. Donc effectivement, c'était une question qui valait la peine d'être posée, qui vaut la peine qu'on y pense. Je n'ai pas de réponse claire pour l'instant à ce sujet, mais sans aucun doute, je vais y réfléchir. Je note ça personnellement. Je pense que nous devons effectivement nous pencher sur l'environnement dans son entièreté pour penser à ces problématiques.
Eh bien, je voudrais vous remercier chaleureusement tous les deux de nous avoir consacré de votre temps pour parler de la liberté collective et de la sécurité collective pour faire de l'OTAN une alliance dynamique. Nous sommes face à de nombreux défis et nous devons les relever. Nous sommes beaucoup plus d'accord que nous ne sommes en désaccord. Nous devons faire de la démocratie une priorité. Nous devons la faire passer au niveau opérationnel, créer une architecture au sein de l'OTAN pour qu'il soit absolument clair, pour que la raison d'être de l'OTAN soit absolument claire. Nous sommes bien plus qu'une simple alliance militaire, comme on l'a dit aujourd'hui. Alors, merci à tous les deux. Dan, vous nous avez donné effectivement beaucoup de matière pour réfléchir à la meilleure façon de le faire. Je pense que faire rapport directement au secrétaire général est important parce que vous savez comment fonctionne la bureaucratie. Si c'est le gardien ou plutôt si c'est l'assistant à mi-temps du secrétaire X, Y, Z, eh bien évidemment, nous savons que ça n'aboutira pas. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre de diluer nos engagements démocratiques. Au contraire, nous devons les élever et les renforcer. Nous avons une occasion à saisir, mais il faut éviter les périls qui sont sur notre chemin. Alors, merci pour vos témoignages. Merci d'avoir partagé vos pensées avec nous, d'avoir répondu aux questions. Nous l'apprécions énormément. Nous allons revenir sur ces sujets, réexaminer vos perspectives et nous reviendrons vers vous, évidemment, parce que vous êtes des alliés et des ressources fondamentales pour notre processus de réflexion à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, nous avons pris un peu plus de temps que prévu, mais je vous dis au revoir aux côtés des cigales ici. Merci beaucoup, au revoir et prenez soin de vous.